Oui, bon, je vais pas tarder à aller chez le coiffeur et chez le barbier. Bref, en vrai, pas si mal hein, ce GP du Mexique. J'ai plutôt souvenir généralement d'un GP où il se passe plus de festivités en dehors de la piste que dessus. Et pour une fois, je trouve que ça a été un petit peu l'inverse. Après, je comprends la douleur du peuple mexicain qui a attendu toute l'année pour voir leur petit poulain faire 700 mètres et puis rentrer au garage. Dur. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Mexico City 2023 de Formule 1, c'est comme ça qu'on appelle ça. Eh oui, oui. Bref, c'est parti. Bon, on va commencer doucement, tout comme le rythme des Alpines face à la Haas d'Hülkenberg ce dimanche. Ça pique un peu de dire ça, mais quand même. Je vous apprends rien, hein, l'Alpine manque de souffle sur le moteur visiblement, surtout en altitude avec une densité d'air qui était moins élevée et une aéro qui est toujours pas au top. Hein. C'était déjà le cas avant, bref, c'est pas une surprise. Hülkenberg fait un départ qui est absolument monstrueux sur le simple fait de se placer complètement à l'intérieur sur la ligne droite et tout le premier virage. Et donc en fait, tout le monde rentre un petit peu fort et loupe la corde et lui, non seulement il va prendre des positions à ce moment-là, mais en plus de ça, il va bien se placer pour le T2 et rentrer plus fort et continuer sa route là où tout le monde faisait la queue loin derrière, quoi. Alors plus 4 places pour l'Allemand qui fêtait ses 200 Grands Prix en F1. Derrière, on avait Gasly qui avait du mal à se porter à sa hauteur, tout simplement. Le DRS sur l'Alpine était presque inefficace, disait Esteban Ocon. En fait, c'est frustrant parce que l'Alpine était peut-être un poil plus rapide sur un tour, mais comme la Haas était avion en ligne droite, du coup, elle restait devant. Un peu comme les Williams, hein, au final. Alors, on jouait le décalage avec Pierre par rapport à Hülkenberg sur la stratégie, hein, pour pouvoir dépasser en fin de course avec des pneus un petit peu plus neufs et une Haas qui, a réputation de manger ses pneus, mais drapeau rouge et Pierre perd pas mal le bénéfice de sa stratégie. Alors le départ de la course d'Esteban, le premier départ, c'est un peu horrible à voir parce que il se positionne à l'extérieur, donc inverse d'Hülkenberg, et se retrouve complètement bloqué dans des endroits où ça avance pas et où autour de lui ça dépasse dans tous les sens. Du coup, il perd blinde de position et ça a été un petit peu la même histoire pour Pierre, mais cette fois-ci au restart. Et inversement pour Esteban qui a fait un super restart. Il aura fallu presque 30 tours à Esteban pour soit se jeter et passer, soit dépasser dans la ligne droite avec les pneus de la Haas qui commençaient à rendre l'âme en fin de course. C'est vous dire que ça a souffert quand même. Bon alors ça visait quand même P12, P14, c'était assez réaliste chez Alpine, ça fait P10, P11, donc c'est plutôt pas mal, avec quelques incidents de course devant. Ça fait le taf pour la voiture et le matériel qu'ils ont à disposition cette année, on peut pas espérer beaucoup mieux à la régulière. J'ai envie de vous dire, c'est moins violent que la chute d'Aston Martin pour le moment. Là, ça c'est violent ça. Bon, on va parler un peu de ce drapeau rouge et du carton de Magnussen en plein milieu de la course. Ça faisait un petit moment qu'on n'avavait pas vu un pilote se prendre une jolie brique comme celle-là. Elle a pas mal secoué. La suspension arrière gauche se brise au pire moment du circuit et envoie le pilote danois de plein fouet dans le mur. Il s'est un peu cogné le poignet dans le cockpit, d'où son geste en sortant de la voiture. Il s'était vite fait, voilà. Il était un peu sonné par la surprise et surtout le choc qu'il a pris, mais le voir sur ses deux jambes, sur ses deux pieds, c'est toujours un énorme soulagement. Alors la Haas venait de se faire dépasser par Logan Sargent sur une très belle passe d'armes qui s'est effectuée du T1 au T3, enfin le premier enchaînement s'il vous plaît, par l'extérieur pour Logan Sargent. La suspension commençait déjà à montrer des signes de faiblesse avant la casse, hein. Il y a quelques virages avant, on voyait Magnussen pas mal se battre avec l'arrière de la voiture, et un virage avant, en fait, il faisait état du pneu arrière gauche qui était mort à la radio. Finalement, un virage plus tard, c'était la suspension qui cassait. Alors à ce moment-là, Magnussen devait aussi reprendre en main la température des freins qui était trop élevée, et comme tous les pilotes, ça avait du mal à gérer les températures, que ce soit les pneus, le moteur ou les freins. Est-ce que cela a eu un impact sur la faiblesse de la suspension ou pas? On ne sait pas, je pense pas, mais c'est des choses qu'on a pu voir par le passé. Alors logiquement, drapeau rouge vu l'état des Tech Pro. Par contre, alors là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai un problème un petit peu sur le remplacement des Tech Pro. D'habitude, on change tout le bloc gris ou rouge derrière parce que une fois que ça a tapé, qui plus est à cette vitesse, ils ont fait leur taf, c'est terminé. C'est un peu comme les casques, c'est usage unique. Si tu tapes la tête avec le casque, faut changer le casque, il a rempli sa fonction. Là, on voyait les techniciens mettre juste des espèces de patchs par-dessus les Tech Pro qui semblaient déjà un peu cassés ou en tout cas enfoncés, mais pas changer tout le bloc directement. Alors évidemment, j'ai pas plus d'informations, mais je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu limite pour le coup, parce qu'un Tech Pro, dans ma tête, c'est pas spécialement réutilisable, mais peut-être que je me trompe.
probablement qu'il y avait suffisamment encore ce qu'il fallait, mais voilà, j'ai un peu peur, quoi. Dommage pour Haas qui avait l'air plutôt de bien performer ce week-end, mais qui a toujours ce problème de dégradation des pneus trop importante. C'est moins violent, mais sur les fins de relais, les pneus ils s'écroulent d'un coup sec et l'équipe a pas le temps de voir venir cet effondrement des pneus de performance aussi lentement que les autres. Eux, ça arrive d'un coup sec, quoi. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de l'enfant du pays pour qui la course a duré quelques centaines de mètres à peine. Sergio Pérez, bien évidemment, et c'est pas joli malheureusement, ça pue un peu même. Le départ des Red Bull était clairement les meilleurs, et surtout, c'était eux les mieux placés. Ils avaient une bonne aspi et hop, ça se décalait pour avoir le champ libre et faire les freins au T1. Au Mexique, partir premier, c'est pas toujours la meilleure solution. Alors Pérez a eu une aspi de malade mental avec une ouverture sur la gauche pour faire un gros frein à l'extérieur, comme Verstappen finalement l'avait fait en 2021. Quoi qu'il arrive, je pense que Pérez, il sait qu'ils sont 3 de front, donc en fait, il a 2 choix. Ou de freiner plus tôt pour tenter de croiser Charles et Max qui se font un petit concours de qui a la plus longue, mais c'est pas trop le genre de ces deux-là pour le coup en ce moment. Et puis s'il croise, il prend le risque de se faire taper par peut-être Ricciardo en plus et de partir en tête à queue comme Bottas l'avait fait. Soit il freinait très tard et enroulait tout le monde par l'extérieur, sachant que il peut se permettre de freiner un petit peu plus tard dans le sens où il va prendre un giga extérieur, donc il prend pas la corde. Il freine finalement pas si tard que ça et par peur de manquer le virage, il resserre un petit peu pour commencer à inscrire la voiture et boum. Alors sauf que à ce même moment, Verstappen lui a déjà un peu resserré sur la gauche pour s'ouvrir le virage et pour pouvoir avoir une meilleure trajectoire, ce qui ne laisse plus aucune place pour le Panini qui est devenu Charles Leclerc et hop, Pérez qui prend parce que en fait c'est lui qui est légèrement devant par rapport aux deux autres. Donc du coup c'est sa roue arrière qui prend et terminé. Alors incident de course, rien de plus, erreur d'appréciation de Pérez là-dessus. Encore une fois, malheureusement, on a arrêté de les compter. Et cette erreur n'arrive vraiment pas au bon moment parce que y en a un qui fait un méga week-end et qui vise sa place chez Red Bull. Alors du coup, Charles Leclerc, aux yeux des Mexicains, est celui qui a mis fin à la course du héros national et se prend des huées par le Foro del Sol, ce ancien stade de baseball pour le coup. Il y avait quoi? Il y avait 35 000 spectateurs. Alors, sa réaction au micro de Button était la bonne, je trouve, factuelle et déçu aussi de ne pas avoir Checo dans la course. Et je pense que tout le monde était déçu de voir Pérez abandonner, peu importe ce qui se passait. On avait envie de voir Pérez arriver à la fin de sa course, peu importe ce qui se passait, et de le voir se faire acclamer par le peuple mexicain. C'est toujours quelque chose de joli et de beau à voir, quoi. Ce qui est terrible, c'est que une majorité de spectateurs n'ont probablement pas compris le fait de course qu'ils ont vu en piste et n'ont fait que laisser parler leurs émotions brutes de frustration. Ce que je peux comprendre, mais ce qui est un peu dommage. Alors je trouve que c'est tout aussi dommage d'ailleurs que Verstappen se fasse huer à Austin parce que Hamilton n'a pas réussi à gagner, et c'était la même chose au GP de France en 2022 quand Verstappen a gagné et que l'enfant de la région qu'est Charles Leclerc, puisque c'est le sud de la France avec Monaco, etc., s'était mis dans le mur, tu vois. Là, dans ces deux contextes-là, Austin et la France, c'est les fans locaux, entre guillemets, qui ont une préférence pour un pilote, donc bon, on peut comprendre que c'est que émotionnel. Hier, pour la première fois, je trouve que c'est un manque de discernement général sur ce qui s'est passé, tout en prenant en compte que là aussi, évidemment, il y a une préférence pour un pilote. Mais qui plus est, en fait, Charles Leclerc, il jouit pas d'une image de pilote très agressif avec qui ça va souvent en carton. Au contraire, c'est plutôt un pilote très respectueux, etc. Et en arriver à le siffler, je trouve ça vraiment dommage. Tout comme c'est dommage de siffler Verstappen parce que c'est pas Hamilton ou Leclerc qui a gagné, enfin voilà, mais là c'est vraiment, il y a eu un manque de discernement. Alors au lieu de stigmatiser ces fans de Formule X, d'arrivants, de Drive to Survive, etc., je pense que c'est plus intelligent d'essayer de partager nos connaissances et d'expliquer calmement ce qu'est la course automobile, mais évidemment dans un monde où tout le monde veut et aime crier haut et fort ce qu'il pense, et où personne ne sait s'écouter, la mission est difficile, quoi. Et alors derrière, ce qui est intolérable, c'est que c'est parti en baston dans les tribunes. Vraiment, c'est déplorable. Le pire, c'est que c'est pas des hooligans rivaux qui s'affrontent, deux bandes, machin, qui s'aiment pas et tout. Non, là, a priori, c'est juste des mecs qui digèrent pas leurs émotions l'un et l'autre probablement et qui se sont mis sur la gueule. Alors ce genre de comportement, ça n'a aucune place dans aucun sport, ça doit dégager. J'ai l'impression que les gens n'arrivent plus à maîtriser leurs propres émotions par rapport à une situation. C'est pas facile de maîtriser ses émotions, mais quand même, on a le droit de les exprimer, mais apprends à les tenir un petit peu aussi, quoi.
Bon, on a parlé de Pérez, forcément, faut qu'on parle de Ricciardo, hein, évidemment. Personne ne sait expliquer pourquoi et comment Ricciardo et AlphaTauri, hein, a fortiori, a fait un si gros week-end. Alors sur la qualif, on peut toujours se dire, bon, il a mis la voiture dans la bonne fenêtre, toutes les conditions étaient là, il sort 3 tours incroyables, Q1, Q2, Q3, parfait. Et puis bah, à la course, ça va gentiment dégringoler parce qu'il n'a pas le rythme. Et bah là, non, pas du tout en fait. Il a tenu Hamilton assez longtemps, je trouve, et surtout, bah, il se faisait pas rattraper par Piastri sur une McLaren qui est pourtant assez performante. Il avait un rythme qui était vraiment propre, bien avec les pneus, dans la gestion, bref. On a eu un pilote qui, par expérience, savait ce qu'il faisait dans toute l'exécution de sa course. Et parfois, c'est ça qui compte le plus. Alors, la performance des AlphaTauri a été tout aussi confirmée par la grosse course de Tsunoda au global, qui a pris des pénalités moteurs sur la grille et qui est remonté comme une fusée, tout comme Lando Norris aussi. Ricciardo, lui, bon, il a été sage, intelligent, il est là pour marquer des gros points, il sait ce qu'il fait, etc. C'était une opportunité à ne pas manquer pour l'équipe qui était essentielle. Il a converti, P7, ça vaut 6 points, c'est énorme pour eux, c'est comme un titre de champion du monde. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette course, ils méritent le baquet Red Bull? Non, toujours pas. Il faut encore finir la saison et refaire ce genre de performance. Mais oui, vous avez raison, le contraste entre les performances qui sont attendues de Pérez et les performances attendues de Ricciardo, elles sont aux antipodes l'une de l'autre et ça accélère quoi qu'il arrive le processus pour mettre Pérez malheureusement dehors, peut-être avant la fin 2024. Et on attendait à ce que Tsunoda en fasse de même, et non. En bataille avec Piastri pour une P7 à ce moment-là, on a eu plusieurs petits contacts entre les pilotes, rien de très grave, juste des petites touchettes assez maîtrisées, et là où l'Australien sait faire preuve d'un calme olympien qu'il a habituellement, et Tsunoda a vu sa frustration qui est remontée mais en flèche et qui a fait un pic, frérot. Alors Tsunoda a été plus rapide en hard que Piastri en médium, et pourtant les médiums en deuxième partie de course là, mais ça cavalait sa race. Il a fait preuve d'impatience et sa tentative au T1 là, c'en est la preuve. Alors sa construction de dépassement est d'une petite agressivité qui est un peu inutile pour Tsunoda. Il serre Piastri sur l'intérieur au lieu de s'ouvrir un petit peu plus le virage et de prendre une petite marge de sécurité. Il y va un petit peu au chausse-pied, quoi, car en fait, le tour d'avant, il lui manquait peut-être une moitié de voiture pour conclure le dépassement en arrivant dans le T2, ce qui n'a pas été le cas, du coup, de la petite touchette avec Piastri. Et en fait, au lieu de réfléchir calmement à comment mettre en difficulté Piastri sur son positionnement sur la piste, et donc jouer en coup de bande de billard, il a forcé et ça a mis à la poubelle un résultat qui aurait mis AlphaTauri nettement devant Alfa Romeo et Haas. Bon alors P8 quand même du coup, mais c'est pas encore fini. Alors oui, l'exécution du coup évidemment elle est pas bonne, les conséquences sont énormes, on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars à la fin de la saison sur une question de frustration et d'impatience qui sont non contrôlées de la part d'un pilote qui commence à avoir pas mal d'expérience en F1, c'est sa 3e saison à Tsunoda, et on attend à ce qu'il score dans ces moments qui sont extrêmement rares pour l'équipe. On attend ça, il est payé pour faire ça. 5e et dernière réaction, on termine avec la grosse performance pour moi de la course, c'est celle de Lando Norris qui est remonté comme une flèche sur la 2e partie de course avec une stratégie qui, faut le dire, c'était osé ce qu'il a fait. Alors la première partie de course a été assez sage pour tout le monde parce que ça devait gérer les températures de la voiture au mieux. Donc c'était de l'observation et puis alors je vais te dire, attaquer avec un plein d'essence de 100 kg dans ta bagnole avec des médiums, tu les crucifiais les médiums, donc c'était même pas la peine d'essayer d'attaquer. Au drapeau rouge, il restait la moitié de la course, donc le choix évident à faire de prime abord, c'est de mettre les hards pour être sûr et tranquille d'aller jusqu'au bout de la course. Moi, je pensais que les médiums allaient partir sur un arrêt en plus et en mode full attack, genre on met les médiums, full attack, stand, soft, full attack et on remonte. Et alors pas du tout. Les médiums ont une grosse différence de performance par le fait que ça se mettait un peu plus facilement en route par rapport aux hard. Ferrari, ils ont galéré de malade à les rallumer entre guillemets ces pneus. Et surtout, avec une voiture plus légère, finalement, la dégradation était plus facile à gérer pour ceux qui étaient en médium. Alors, les pilotes Ferrari attendent toujours que les médiums s'effondrent, puisque ça allait prendre 4-5 tours, et que les hards soient plus rapides. Honnêtement, à leur place, j'aurais fait exactement pareil, et ceux partis en médium ont pris, je trouve, beaucoup de risques, car ils auraient pu avoir une chute de perf d'un coup sec, si c'était pas
parfaitement géré. Alors, la remontée de Norris est une des masterclass qu'il nous a offert cette saison. En prime, le dépassement par l'extérieur sur Ricciardo, il se laisse glisser pour l'enrouler, c'est absolument somptueux. Et le coup en 2 bandes de billard là sur le positionnement de Russell, pareil au T4, T5, c'est tout aussi beau, c'est construit, c'est réfléchi, c'est parfait. Et évidemment, on va parler un petit peu d'Hamilton qui a eu un rythme de fou avec les médiums pour prendre une P2 totalement méritée. Franchement, il serait peut-être allé la chercher sans le drapeau rouge, je pense. La Mercedes avait un petit peu un meilleur rythme, je trouve, par rapport à la Ferrari, mais de pas grand-chose, c'était une question de savoir comment t'exécutais bien tes arrêts et ta course, et surtout ta gestion des pneus. Alors évidemment, si Sergio pouvait remercier la planche de Lewis Hamilton la semaine dernière, bah Lewis peut remercier Charles Panini Leclerc, qui avait rien demandé. Voilà. Alors je dis ça, c'est juste pour déconner. On déconne, d'accord? On n'est pas obligé de se mettre sur la gueule, on n'est pas obligé de prendre trop ça au sérieux non plus, hein. Rigoler 2 secondes. Bref, McLaren est maintenant 20 points devant Aston Martin, dont le week-end a été catastrophique. Mais à culpa, moi je croyais que le circuit leur conviendrait et qu'ils feraient une belle perf. Pas du tout, cata. Hamilton, lui, il revient à 20 points aussi de Sergio Perez. Avec 3 courses restantes, bah, la P2, elle est toujours pas jouée. Donc bon, on verra ce que ça donne. Allez, je vous laisse avec un bonus, évidemment. Big up à Isaac Adjar et Théo Pourchard pour avoir fait une apparition en FP1 ce week-end. Ça s'est très bien passé pour Adjar qui découvrait pour la première fois une Formule 1. Malheureusement, avec des problèmes sur la voiture, Théo, lui, il n'a pas pu rouler, mais normalement, on devrait le revoir à Abu Dhabi, et Isaac aussi, je crois, mais je suis pas tout à fait sûr. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à compléter avec vos réactions dans les commentaires. On se retrouve mercredi pour une vidéo sur l'Alpine A424 en test à Jerez de la Frontera, et la semaine prochaine pour le Fast 5 du Brésil. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.